allons parler moto. Tout d'abord, en accueillant nos deux invités ici en studio, Robin Mühlhäuser, bonsoir, et Bastien Chezot. Bonsoir. Bonsoir aussi, deux motards donc qui nous font la gentillesse, alors qu'il n'y a pas de compétition cette semaine. Ils sont déjà bien pris par les compétitions. Pas de compétition ce week-end pour eux. Eh bien, ils sont là dans Sport Première. Et puis, par contre, au niveau du championnat du monde, il y a des courses ce week-end en Catalogne. Mathieu Jutens, bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Ça fait très bizarre de vous entendre sans bruit de moteur derrière vous. Là, c'est effectivement, mais encore heureuse, parce qu'à cette heure-ci, heureusement que ça tourne pas, quand bien même il fait encore assez chaud, il fait encore 25 degrés là, et puis encore un joli soleil, donc ça donne envie de rouler. Oui, parce que on le précise, vous êtes dans votre cabine de commentateur, donc vous commenterez demain, bien sûr, le Grand Prix de Catalogne. Alors un mot tout d'abord sur les essais qui se sont déroulés aujourd'hui. On est assez triste, côté Suisse triste. Voilà, c'est parce qu'on a envie de revoir un podium, de revoir des Suisses devant. On est un petit peu déçus parce que le meilleur d'entre eux, c'est Randy Krummenacher. Il est 8e à 1 seconde de Pol Espargaro, qui a vraiment été impressionnant parce qu'il a mis, par exemple, 6 dixièmes à Scott Redding, qui est 2e. En 10e position, on retrouve Thomas Luthi, qui lui est à 1 seconde pleine de Pol Espargaro aussi, comme Randy. C'était assez serré entre les suivants. Et puis Dominique Egerter, 14e. On est un petit peu déçus, mais on a eu l'occasion de voir les trois Suisses là tout à l'heure après les qualifications aux alentours de 17h et les trois sont quand même assez confiants. Ils imaginent qu'il y aura un groupe de plusieurs qui va se former. Espargaro semble intouchable sur le début de course, mais voilà, ils disent si on est à plusieurs dans la bagarre, après c'est facile, ou entre guillemets facile, de pouvoir se bagarrer aux avant-postes et d'être dans le bon tempo. Il faudra de la constance, la course sera longue, c'est à peu près le discours que nous tiennent les trois Suisses, qu'on sent assez ouverts et assez confiants, notamment du côté de Thomas Luthi qui était vraiment déçu du côté du Mugello. Je vous rappelle, il était blessé et là on a vraiment le sentiment que ça va mieux. Il court toujours sous injection. Et oui, il va faire chaud aussi, c'est aussi un élément à prendre en compte. Effectivement, la température au sol, c'est 52 degrés pour la piste. C'est le plus chaud depuis le début de la saison. À l'occasion de tests à Aragon, je me souviens qu'il faisait 62 degrés sur l'asphalte, donc ça a une incidence forcément. Et puis forcément aussi pour les pilotes, il fait 30 degrés quand les pilotes sont sur la piste. En qualification, c'est un petit peu aussi ce qui a gêné les trois Suisses. Ils devraient être mieux un petit peu plus tôt dans la journée, au lieu de rouler à 3h comme en qualification, à midi, quand ça sera la course, à midi 20 pour le départ, midi 10 sur RTS2 pour la prise d'antenne. Et bien là, il y aura certainement 10 degrés de moins et ça sera certainement mieux pour eux. Mathieu, on parlera tout à l'heure des autres catégories, mais on revient là sur les Suisses, ou plus précisément, on va essayer d'étendre un petit peu sur la relève en Suisse, puisque vous suivez le championnat du monde. On parle des trois Suisses qui sont en Moto 2, mais bien, c'est le sommet. Il y a d'autres catégories, mais y a-t-il, d'après vous, une vraie relève en Suisse ? Bon, je pense qu'il y a des jeunes pilotes à surveiller, comme les jeunes Frossard et Pitem, aussi Jesco Raffin, qui a 17 ans. Il a remporté la première manche du championnat d'Espagne Moto 2, c'était à Aragon le 26 mai. On considère ce championnat d'ailleurs comme l'antichambre des Grands Prix, donc ça veut dire qu'il a du potentiel. On l'a déjà vu en 2012 faire 3 courses ici en championnat du monde. Et puis la relève, elle est aussi un petit peu en studio avec vous, Patrick, parce qu'avec Bastien, il est 2e de son championnat. Robin, on lui prédit un bel avenir. Et puis la preuve, j'étais avec mon consultant, la Fred Cormabeuf, et il me confirmait qu'il gardait un œil sur les deux pilotes qui sont avec vous. Et je vous donne d'ailleurs une information en primeur. Le 5 septembre, il y aura certainement un test d'organisé sur le circuit du Castellet par Fred Cormabeuf qui engage Dominique Egerter et Randy Krummenacher. Et puis Bastien et Robin, je vous conseille de noter cette date parce que vous allez certainement être invités pour essayer une Moto 2. Alors ça, je crois que c'est une jolie petite surprise là que je vous apprends. Ouais, c'est top. Ce serait vraiment le top. C'est vrai que moi j'avais presque pu faire des tests avec la sous-terre sur le circuit de Dijon en France. Puis pour diverses raisons, notamment une chute de Scott, j'avais pas pu le faire. Donc si on peut, et puis si on a l'opportunité, c'est à 100% qu'on sera présent. Alors justement, c'était Bastien Chezot, Robin Mühlhäuser, vous avez fait des grands yeux là. Visiblement, c'est quelque chose qui... Vous avez noté la date, 5 septembre, si jamais. C'est noté. C'est un peu le rêve d'essayer une Moto 2. On verra. On verra si l'invitation arrive, mais ça visiblement elle a été prise maintenant. J'y travaille si jamais, messieurs. Oui, j'y travaille, mais c'est Fred qui me l'a dit lui-même. Il savait que je venais à la radio, là il m'a dit tu peux annoncer ça en primeur. Du coup voilà, il vous confirmera tout ça. Mais le 5 septembre, je pense qu'il faut prévoir d'avoir congé ce jour-là pour y aller là. Alors justement, Bastien et Romain, vous dites c'est un peu le rêve, la Moto 2. Vous avez tous les deux 21 ans, bientôt 22. C'est un petit peu le dernier moment, peut-être, pour pouvoir toucher ce rêve-là, ou est-ce que vous avez encore un peu de temps ? Robin Mühlhäuser ?
En fait, il faut dire que moi j'ai commencé tard aussi, à 15 ans. Comme par exemple si on regarde Marc Marquez qui commence quand il est presque nouveau-né. Donc disons que, je sais pas, ça dépend beaucoup des moyens financiers. Donc on verra, mais c'est vrai que 21 ans, c'est presque l'âge de Marc Marquez. Et on est plus vieux que Marc Marquez qui est déjà en MotoGP, donc c'est vrai que c'est un peu tard. Mais on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Justement, une question, Mathieu Jutens, avant de revenir un peu sur nos invités qu'on va présenter quand même, parce qu'on n'a pas vraiment encore fait. On sait qu'ils sont motards, on sait qu'ils courent, on va présenter aussi leur catégorie. Mathieu, l'âge, ça a son importance, justement, à 21 ans, peut-être d'arriver en Grand Prix, c'est un peu tard ? J'espère pour eux que c'est pas trop tard. En tout cas, je pense que là, il y a déjà une jolie opportunité qui se présente le 5 septembre. Je pense qu'il y a différents chemins pour arriver à ce niveau-là. On a tendance à dire dans le paddock ici, Moto Grand Prix, que l'antichambre des Grands Prix, c'est le championnat d'Espagne, le CEV. Mais voilà, il y a d'autres possibilités. Il y a les coupes ADAC, par exemple. Il y a d'autres chemins et les deux garçons qui sont avec nous, qui sont avec vous là en studio, prennent une autre route, mais elle est tout à fait possible. Quand on expliquera notamment les différences entre ces championnats, c'est des championnats qui sont basés sur des concepts différents, mais finalement on voit des records de précocité avec Scott Redding par exemple en Moto 2, mais aussi Marc Marquez, Bastien et Robin en ont déjà parlé là tout à l'heure, avec des records de précocité. Mais ma foi, le plus important c'est d'être sur le podium, d'être présent et pas forcément l'âge qu'on a quand on gagne. Je pense notamment à Valentino Rossi qui continue de prendre de l'âge, comme un Colin Edwards aussi, mais qui sont toujours présents en MotoGP. Bastien Chezot, alors vous avez déjà roulé en Grand Prix. Vous avez participé à cette aventure. Tout ne s'est pas toujours très très bien passé. Là, Romain nous disait tout à l'heure, il faut de l'argent aussi. C'est le problème. C'est une chance peut-être d'être invité une fois justement pour faire un test, pour prouver ce que vous savez faire. Le problème pour vous, ça a été l'argent, ou y a-t-il eu d'autres problèmes qui ne vous ont pas permis de continuer ? Alors, je dirais que l'argent est toujours un problème dans ce genre de situation. Après, c'est aussi les opportunités. Puis maintenant, ça devient de plus en plus une question de politique. Parce que c'est vrai que moi, je me rappelle quand j'étais, grâce notamment à Monsieur Métro et à Sportib, je dirais, en MotoGP, c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait tant de place pour le pays qui était suisse. Donc à un moment donné, passer, je dirais, ce quota, on préférait mettre des Espagnols à la place, même s'ils étaient un petit peu moins performants. Le but, c'était vraiment d'avoir une question de politique. Après, disons que dès qu'il y a eu la nouvelle polémique avec l'entrée, je dirais, des nouvelles catégories, et notamment du Moto 2, il y avait un quota pour la Suisse qui était de 3 pilotes. Il y avait déjà Thomas Luthi qui devait normalement monter en MotoGP, qui pour finir a fait encore quelques années, je dirais, dans la catégorie intermédiaire. Il y avait Dominique et Krumi. Et c'est vrai que à un moment donné, il n'y avait pas de 4e place et ils ont préféré, je dirais, la Dorna a préféré prendre des personnes, je dirais, qui venaient peut-être des pays de l'Est pour démarcher du potentiel au niveau des médias, on va dire. Et c'est vrai que donc c'était un petit peu dommage parce que c'est clair qu'en Suisse, grâce à Thomas Luthi, on connaît très bien le MotoGP, on connaît un petit peu moins le championnat Superbike, mais au final, on a quand même des motos qui sont très compétitives. On l'a vu notamment à Donington où Tom Sykes roule plus vite qu'en MotoGP avec une Superbike. Donc c'est des Superbikes, c'est des motos, je dirais, de route qui sont préparées pour faire des courses. Donc là, on précise. Donc on a le Moto Grand Prix, on va dire. En dessous, on peut pas parler de catégorie en dessous, mais médiatiquement, oui, peut-être. Il y a le Superbike, un championnat dans le cadre duquel vous roulez, mais dans une autre catégorie, vous-même, tous les deux. Donc ce Superbike où il y a notamment d'anciens pilotes MotoGP qui sont là, et vous le dites, ça va très vite. Ça va très très vite, d'autant plus que par rapport au niveau des pneus, je dirais, c'est les mêmes pneus pour tout le monde, donc ça augmente aussi pas mal le niveau. Et il y a des grosses avancées technologiques qui se sont faites les dernières années, notamment en électronique, où maintenant, je dirais même que c'est plus des motos de route, c'est carrément des prototypes pour aller en moto, Grand Prix et tout ça. Et puis c'est vrai qu'on voit notamment avec les CRT que c'est très proche maintenant des motos qui roulent en Superbike. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faudra essayer de faire un choix. La meilleure possibilité pour nous, de toute manière, c'est pas une question de Moto 2, Superbike ou Supersport. De toute manière, maintenant, c'est d'être bien, de pouvoir être devant dans ça,
avec son potentiel puis sa moto. Et après, je dirais, en guillemets, par rapport à la catégorie, je dirais, des moyens, on fait avec, quoi. Robin Mühlhäuser, justement, les moyens. Maintenant, si vous aviez les moyens financiers d'aller plus haut, d'aller en Grand Prix, vous le feriez, ou est-ce que vous continueriez dans votre catégorie, peut-être? Donc, vous courez tous les deux en Super Stock, 600 dans le cadre du championnat d'Europe. Ça se court pendant les Grands Prix de Superbike aussi, pendant les courses de Superbike. Exactement. Toujours beaucoup de public aussi. Alors, de moins en moins, avec la crise, ouais. C'est vrai qu'on voit, là, on était au Portugal. S'il y avait entre 8 et 10 000 personnes durant tout le week-end, c'était beaucoup, je pense. Après, ils font de plus en plus des circuits qui sont dans des zones, je dirais, un petit peu en dehors, je dirais, des grosses villes, comme Barcelone. Je dirais que c'est un exemple typique. Ils font une course au milieu de la ville, donc c'est sûr qu'il y aura plus de personnes. Ouais. Là, on était au Portugal, en Algarve. C'est clair que c'est à 1h30, 2 heures de voiture de Lisbonne. Donc c'est pas parfait pour les, voilà. Effectivement. Donc Robin Mühlhäuser, si vous aviez ces moyens, vous tenteriez l'aventure? En ce moment, si j'avais les moyens, non, je préférerais prouver dans mon championnat que je suis capable. Et puis après, on verrait pour gravir les échelons. Mais j'aimerais pas devoir me brûler les ailes et monter d'un cran et puis après me brûler les ailes, quoi. Comme d'autres l'ont fait, justement, c'était le risque, Bastien, justement, d'arriver, de pouvoir essayer, puis finalement d'être barré pour plusieurs raisons. Et voilà, on a l'impression d'avoir gâché 2 ans. Alors non, moi j'ai pas l'impression d'avoir gâché, je dirais, ma carrière sportive. Après, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai dû faire des choix. J'ai aussi eu les opportunités. Et puis quand on vous propose d'aller faire des courses en mondial, on dit pas non. On a 15 ans, 16 ans, c'est comme un rêve. Donc au final, on a envie de tout faire pour y être. Après, je me souviens très bien d'un article qui avait paru. Le titre, c'était ici, j'apprends à m'en prendre plein, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pas simple. Alors c'est clair que c'est le MotoGP, tout le monde en parle, mais au final, de travailler, on est en plein dans le feu de l'action, puis il faut être à la hauteur, quoi. Travailler, justement, Robin Mühlhäuser, c'est un travail à plein temps, pratiquement. J'imagine que physiquement, il faut être au top. Est-ce qu'on peut s'entraîner? Vous pouvez vous entraîner aussi? Pas de circuit en Suisse, hein? Non, en Suisse, malheureusement, pas de circuit. C'est une grande polémique. Donc, si on prend la moto, on est obligé d'aller en France, en Allemagne. L'hiver, si on veut rouler, on doit aller en Espagne, faire beaucoup de kilomètres. Ça ajoute un peu quelque chose au budget. Et puis, physiquement, il faut vraiment être au top. Nous, on n'est pas encore dans un niveau où on a besoin d'être la même forme que, par exemple, Dominique Egerter, comme ça en Moto 2. Mais il faut quand même... Mais pourquoi ne pas être au top, justement? Ça permettrait d'être encore meilleur? Ou est-ce que finalement, les motos sur lesquelles vous roulez sont plus faciles à rouler, tout simplement? Disons qu'on s'entraîne le mieux qu'on peut, mais on n'a pas besoin d'investir autant de temps qu'eux. Parce que nous, nos courses, par exemple, c'est 10 tours, tandis qu'eux, ils en font 25, 30 parfois. Et puis sur un week-end, on roule... On a un essai libre, 2 essais qualifs, et puis une course. Tandis que leur week-end, il est un peu plus étoffé. Oui, Bastien, vous avez pratiqué aussi donc à ce niveau-là. C'était une autre préparation? Alors pour moi, non. Et puis je suis peut-être pas du même avis que Robin, où à un moment donné, il faut se donner les moyens d'être le plus vite possible et d'être super physiquement, voire même au-dessus des autres. Ça permet aussi de compenser peut-être un manque de puissance de la moto ou peu importe. Donc je crois qu'il faut se donner. On a la chance de faire quelque chose qu'on aime. Je dirais de faire un sport qu'on rêve depuis tout petit. Donc il faut vraiment faire le maximum. Je veux dire, il faut pas. S'il faut aller courir tant de temps, moi typiquement là, je m'entraîne pour faire des courses qui ont 20 voire même 30 tours. Donc à un moment donné, il faut vraiment être au-dessus, je dirais, des nombres en termes de physique pour pouvoir compenser. 2-3 choses. Après, on voit là, on arrive aussi dans une saison en été où on va descendre en Italie dans 3 semaines. On risque d'avoir des conditions de 35-40 degrés. Je veux dire, même si c'est 11 tours, par exemple, pour la course, il faudrait être au top physiquement. Et puis ça, je veux dire, de faire 1 ou 2 fois par semaine, ça suffit pas.
Bastien Chezot, Robin Mulhauser, on va revenir dans quelques minutes pour parler un petit peu de vous, de votre structure aussi, de votre saison, de votre manière de gérer tout ça, parce que j'imagine que ça n'est pas toujours évident, même si on n'est pas au championnat du monde, ça reste quelque chose de très très important, très précis. Puis Mathieu Jutens, vous êtes toujours avec nous, vous restez avec nous. Bien sûr, oui, vous intervenez bien sûr. s'il y a quoi que ce soit, pas de problème. On se retrouve dans quelques minutes. I got a postman knocking daily on my door. He claims he brings news from heaven's floor. Caters to the young, caters to the poor. Love of the sun is all I can afford. Better than what I thought. Better than what I thought. Better than what I thought I had before. Better than what I thought I had before. Know it from my kid, my own words, ignore it. I tried bleeding out the pain I hid, still hurt. I give love to those who can't afford. Between my legs that you live it till it's sore. Redemption is lost on me. Redemption is lost on me. Redemption is lost on me. Last child of the Lord. Redemption is lost on me. Last child of the Lord. Of the Lord. I had a postman knocking daily on my door. No clue what he claims to be bringing for us. Stuck under my nails and in my purse. I feel him scratch out the pain of a day. Redemption is lost on me. Redemption is lost on me. Redemption is lost on me. Last child of the Lord. Redemption is lost on me. Last child of the Lord. Of the Lord. Postman, Mélissa Lavo sur la première. Nous recevons donc deux pilotes moto ce soir, Bastien Chezot et Robin Mulhauser, qui courent tous les deux dans une catégorie qu'on connaît peu, à part les vrais spécialistes de moto, l'European Superstock 600. C'est juste, j'ai dit ça correctement. Alors, Robin, qu'est-ce que cette catégorie ? Quelle moto avez-vous ? Et est-ce que vous pouvez comparer cette catégorie à une autre ? Alors on roule des 600. Si vous voulez un peu, c'est l'antichambre dans ce championnat Superbike qui est le mondial. Il y a le Superbike, c'est des 1000, le Supersport des 600. Puis nous, on est un petit peu l'antichambre du Supersport, donc la catégorie rookie du Supersport. Et puis on roule des 600 un peu moins préparés, avec les mêmes pneus, tout le monde les mêmes pneus. Et puis c'est là que on doit se battre coude à coude. Et puis voilà. Donc tout le monde les mêmes pneus, mais pas tous le même moteur. Par Alors, contre, dans cette catégorie-là, Bastien Chezot. Pas tous les mêmes moteurs. Par contre, on a des règles au niveau, je dirais, des performances où on doit avoir des motostocks.
on peut pas amener des nouvelles pièces, je dirais, de différentes marques. Donc on doit vraiment faire avec des motostocks, des pneus uniques. Qui sont des motos quand même préparées, ou est-ce qu'elles sont vraiment tirées de la production classique? Alors on parle de motos qui sont, je dirais, de base, mais sur lesquelles on met un carénage fibre en cas de chute, où on peut faire, je dirais, quelques préparations au niveau du moteur tout en ayant des pièces d'origine, où on peut enlever une partie de l'électrique, rétroviseur, les phares, je veux dire, on n'en a pas besoin. Bon, on fait pas encore des courses de nuit, donc Top de venir. donc c'est pas nécessaire. Donc on gagne, je dirais, entre 12 et 15 kilos par rapport à une moto qu'on pourrait prendre sur la route, et puis on gagne un petit peu près pareil en termes de puissance. Souvent dans dans ces catégories-là, dans les catégories rookie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Robin, il y a pas mal de batailles. Ça frotte beaucoup. On apprend vraiment le métier là. Il y a beaucoup de batailles, notamment si je prends mon cas pour la dernière course, où vraiment je finis 3e à 1/10 de la victoire. On est vraiment très proche, quoi. Et puis on a même fait des calculs avec le team où 1/10 sur une course qui fait 63 km sauf erreur, la dernière au Portugal, 1/10 ça représente 3 mètres. Voire un petit peu plus. Donc au final, voilà, qu'est-ce que c'est 3 mètres? C'est rien, quoi. Ouais, c'est rien. C'est un petit placement, c'est la bonne aspiration au bon moment, ça se joue à rien. Quels espoirs pour tous les deux, Romain, tout d'abord? Moi, mon but depuis le début de la saison, c'est le top 5. Tout le temps finir dans le top 5. Et puis l'année prochaine, on verra. C'est une bonne philosophie. Ouais. On verra ce qui va y arriver. Romain, vous amenez vous-même, parce qu'il faut évidemment de l'argent là aussi. Vous faites partie d'un team, ou est-ce que vous amenez aussi des sponsors? Alors je fais partie d'un team, mais je paye ma place, comme la plupart des pilotes. C'est un team belge, une structure belge. Et puis je loue la moto, en fait. Je loue leur service. Et puis voilà. D'accord. J'amène Et mes propres sponsors. Ça coûte cher? Ça on peut coûte, le dire. Ouais, c'est entre 100 et 200 000 francs, un peu par là, une tranche de prix comme ça. D'accord, pour la saison. Et pour vous, Bastien Bastien Chezot. Pas simple. Alors, pour moi, c'est un petit peu près pareil. C'est le même principe. On loue les services d'un team, je dirais, dans la catégorie 600. Et pour moi, l'année prochaine, voilà, ça va dépendre aussi des nouvelles courses. Je dirais qu'il va y avoir des nouvelles motos, parce que maintenant la Dorna, donc qui sont les propriétaires du championnat MotoGP, ont pris tous les droits sur le Superbike. Donc on sait pas encore exactement quelles seront les courses qu'il y aura en 2014. Donc voilà, donc ça va définir pas mal de choses, quelles vont être les possibilités. On sait aussi que ce soit pour Robin ou moi, on a 21 ans, donc c'est l'âge limite pour être en 600. Donc l'année prochaine, on sera, je dirais, contraint à devoir aller dans une catégorie plus haut. Donc voilà, après avoir les différentes possibilités, aussi, moi maintenant, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire quelques courses en Grand Prix, de pouvoir voir un petit peu d'autres choses par rapport à ce que je fais à l'heure actuelle. Mais maintenant, moi, mon objectif est, la probabilité pour que je continue à faire des courses moto, c'est de pouvoir me battre dans le top 5, que ce soit par rapport aux performances de la moto, aux performances du team, puis à mes, moi. Je dirais d'être capable d'être dans les 5 premiers, autrement ça sert à rien. Mathieu Jutens, les autres Suisses qui sont en Grand Prix doivent aussi payer leur place? Oui, alors tout dépend, mais par exemple Dominique Egerter, qui a remplacé Vincent Braillard, notre autre consultant, qui sera là demain au micro, il a été suivi dès le départ par Olivier Métro, et du coup, lui, il est pris en charge, si vous voulez. Et puis jusqu'à l'année passée, il avait un coéquipier qui lui devait amener de l'argent pour pouvoir rouler. Là, c'est un cas un petit peu différent, puisque son coéquipier maintenant, c'est Randy Krummenarer. Lui, il doit, avec des sponsors qui l'amènent, c'est pas forcément pour lui payer sa place, c'est pour donner au team. Et c'est ensuite tout le team qui gère avec cet argent pour s'en occuper. Et puis après, les pilotes ont eux-mêmes un manager qui va pouvoir essayer d'aller leur trouver des sponsors privés qui leur donneront un salaire, si vous voulez. Mais avant d'être professionnel, c'est compliqué, ou alors il faut être un talent absolument fou.
Je vais pas donner de chiffres, même si on les a en off, on va respecter ça chez les pilotes, mais je peux vous dire qu'un Dominique Egerter, jusqu'à l'année passée, ne gagnait pas forcément sa vie, alors que cette année, heureusement, ça a un petit peu changé pour lui, parce que justement, il a un manager qui a pu lui dégoter plus de contrats, si vous voulez, mais même en Moto 2, même pour un Thomas Luthi, eh bien c'est compliqué d'avoir beaucoup d'argent, et puis c'est quand même des pilotes qui, à 35 ans, devront trouver autre chose. Je crois même que Bastien Chezot travaille à côté est en train de faire un papier dans une école que je connais bien parce que je suis passé dans cette école-là aussi, pour préparer l'avenir tout bêtement, parce que dans ces cas-là, vous gagnez peut-être pas assez, vous gagnez pas ce que peut gagner un Valentino Rossi qui est le 20e sportif le mieux payé de la planète. Oui, j'allais y venir d'ailleurs, Mathieu Justen, je vous remercie d'avoir cassé la suite de l'émission, mais c'est pas grave. Non, je vous en prie, effectivement, je vous appellerai demain pendant le Grand Prix, tiens. D'accord, volontiers. Non, mais justement, c'est très intéressant ce que vous dites aussi, Mathieu, par rapport à la formation, effectivement. Si en Grand Prix on est quasi professionnel, j'imagine que pour vous, justement, que ce soit vous, Bastien, que ce soit vous, Robin, il faut travailler, il faut étudier, il faut faire quelque chose entre les Grands Prix. Alors, personnellement, moi, j'ai essayé de faire complètement des courses. J'ai tenu une semaine, puis après, j'ai dit stop. Parce que c'est vrai qu'on fait... Alors, c'est top de pouvoir faire des entraînements, de pouvoir aller au fitness, aller courir et faire pas mal de choses pour faire des courses, au profit des courses, on va dire. Après, vu le nombre de courses qu'on fait à l'heure actuelle, qui sont de 10 par année, ça ne suffit pas pour avoir un planning, je dirais, complet. Donc c'est vrai que de mon côté, j'ai eu la chance d'avoir des sponsors qui m'ont aussi épaulé pour ma carrière professionnelle, comme l'a dit Mathieu, où j'ai rendu vendredi passé, donc hier, mon mémoire de bachelor, donc pour une université à l'ESM, très exactement. Et École suisse de marketing. École suisse de management. De management, pardon. Voilà, marketing et management. Voilà. Donc c'est des termes anglais, mais au final ça veut presque dire pareil. Donc voilà. Donc pour moi c'était vraiment une opportunité qui a été possible grâce à mes sponsors, où on a pu développer, je dirais, ce côté, ce côté-ci aussi d'une carrière, parce que ça m'a permis d'avoir d'autres sponsors, de pouvoir créer aussi des performances à mes côtés. Et vous êtes prêt pour la suite, pour la suite, si elle devait se passer aussi hors moto. De votre côté, Robin, vous avez prévu quelque chose aussi, ou vous êtes concentré sur la moto pour l'instant? Non, moi j'ai toujours voulu avoir un plan B en fait. Donc j'ai commencé, je me suis dit comment joindre mon sport, ma passion et le travail. Donc j'ai fait mécanicien moteur. Donc maintenant j'ai mon CFC de mécanicien. Après, cette année-là, c'est un peu spécial. J'ai voulu miser un peu plus sur mes courses. Donc là, avec mon employeur, j'ai fait un peu un deal où je travaille un peu moins, je me consacre un peu plus à mon sport, rouler, etc. Et puis, en août, je vais recommencer un petit peu une formation. Ce sera la maturité professionnelle pour peut-être pouvoir après aller à l'EPFL, l'école d'ingénieur, comme ça, voir un peu plus haut. Être prêt finalement aussi à penser à l'après-carrière. On en parle beaucoup, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Charles Bert, conseiller d'État genevois, puisqu'il y a toute une loi et un concept du sport qui est développé à Genève, et effectivement l'après-carrière, le sport-études est aussi important. On va par contre là parler on va rester dans le sport mécanique, mais cette fois-ci avec 4 roues, et parler avec des sportifs qui eux gagnent leur vie avec leur sport, et pour certains largement, puisque les 24 heures du Mans Auto, cette fois-ci, se dérouleront le week-end prochain. Jeudi dernier, Autosport Suisse, donc la fédération qui gère le sport automobile en Suisse, a présenté 3 des pilotes suisses qui ont de sérieuses chances de figurer sur le podium, au moins pour 2 d'entre eux, de ces 24 heures du Mans. Il s'agit tout d'abord du premier vainqueur, et double vainqueur d'ailleurs, suisse des 24 heures du Mans, Marcel Fessler, toujours engagé chez Audi, de Sébastien Buemi, engagé lui par le principal contradicteur de la marque Ozano, donc Toyota, et puis Neil Gianni qui a terminé avec Rebellion Racing, 4e et meilleure équipe privée l'an dernier. Et c'est Sébastien Buemi que nous entendrons tout d'abord, à qui j'ai demandé s'il espérait cette fois-ci, pour sa 2e participation, aller au bout. On l'espère, hein. C'est vrai que l'année passée, ça s'était super bien déroulé jusqu'à ce que mon coéquipier ait ce gros accident qu'on a pu voir à plusieurs reprises sur la télévision. Donc oui, cette année, l'objectif, bien entendu, c'est de se battre jusqu'au bout pour la victoire. On espère que notre voiture sera fiable et compétitive jusqu'au bout. Maintenant, on sait que les 24 heures du Mans, c'est une très longue course et qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc on essaie de rester bien concentré et voilà,
d'aller le plus loin possible. Pour simplifier, quelle différence entre une F1 et une voiture d'endurance ? Je dirais que d'un côté, il y a beaucoup de différences. D'un autre côté, il n'y en a pas énormément. Après, si on va dans les détails, c'est vrai que la voiture, elle est beaucoup plus lourde. Hein. C'est une voiture qui fait plus ou moins 300 kg de plus. Après, c'est une voiture qui doit tenir entre 5 et 6 000 km. Une F1, c'est 300 km le Grand Prix et ça s'arrête là. Donc voilà, la voiture dans les virages, elle est un petit peu moins rapide, ça c'est clair. On perd plus ou moins 10 secondes sur un circuit de taille normale, de plus ou moins 4 km. Ce qui fait que c'est quand même la voiture la plus proche de la Formule 1. Il n'y a pas vraiment de voiture plus proche que ça. Donc c'est une voiture très compétitive. Et d'un autre côté, on doit être prêt à rester dans la voiture entre 2 et 4 heures d'un coup, ce qui n'est pas le cas quand on roule dans une F1. C'est plus compliqué à conduire, peut-être physiquement aussi, ou est-ce que c'est encore une fois similaire ? C'est d'un côté physique, je dirais, c'est pas forcément l'effort physique en lui-même qui est plus dur, parce que de ce côté-là, il est même moins dur. Mais par contre, c'est le fait de pas dormir et de devoir rester réveillé pendant plus de 35 heures entre le samedi matin et le dimanche soir. Donc ça c'est très difficile. C'est ça qui fait que au bout d'un moment on fatigue. Pas de micro-sieste ? On essaye, mais il y en a qui arrivent pas trop. Moi, l'année passée, on a eu l'accident relativement tôt dans la course, donc j'étais pas encore à ce moment-là fatigué. Mais c'est vrai qu'on a fait des endurances, c'est pas forcément facile de dormir pendant la course. Le trafic, c'est aussi quelque chose de spécial à gérer quand on vient des monoplaces. Alors ça, c'est quelque chose, on parle tout le temps de ça en fait, dans ce milieu-là, on parle du trafic. Parce qu'en fait, ce que les gens doivent bien comprendre, c'est que c'est une course qui, dans son ensemble, n'a pas forcément énormément évolué depuis l'époque. Donc on roule avec des prototypes qui vont très vite et avec des voitures de GT. Donc avec des Porsche, des Ferrari, des Aston Martin, qui sont quand même des voitures rapides, mais comparé aux prototypes, il y a plus de 30 secondes de différence par tour. Donc vous imaginez bien que tous les 7-8 tours, on est de nouveau derrière. Donc c'est pas forcément facile, parce qu'en plus, nous, si on reste derrière et qu'on fait toute une chicane ou une partie du circuit derrière une de ces voitures, on perd un temps fou, on perd plusieurs secondes. Donc c'est là l'important, elle est toute la difficulté pour un pilote de réussir à trouver le compromis entre prendre des risques et de réussir à passer ces voitures plus lentes le plus rapidement possible, mais d'un autre côté, garder en tête que la course c'est 24 heures, puis que si on veut la gagner, il faut déjà la finir. Donc le départ, finalement, même avec des teams qui sont comme le vôtre à la pointe, et on passe à Audi évidemment, le départ a peut-être moins d'importance, ou être devant tout de suite, c'est aussi gage de réussite. Alors c'est vrai que sur une course de 24 heures, honnêtement, le fait de partir 2e ou 3e, ça fait pas une grosse différence. Mais les voitures sont fiables, c'est une course sprint maintenant, c'est-à-dire si vous devez vous arrêter pour changer les freins, ce qui se faisait jusqu'à 5-6 ans en arrière, vous avez perdu la course, c'est terminé. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ne serait-ce que 3-4 secondes. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, voilà, c'est 24 heures, il faut terminer pour la gagner. Mais on va gratter partout. En ravitaillement, on a amené des nouveaux systèmes pour gagner une demi-seconde maintenant, pour faire repartir la voiture. On essaie de chercher partout des petites choses qui vont faire la différence. Et si on part en tête, c'est un petit avantage. Mais c'est vrai que sur 24 heures, c'est pas grand-chose. Vous êtes plusieurs pilotes, 3 pilotes à courir. Quand vous dites qu'il faut gagner du temps, on sait que chaque pilote, en principe, aime être bien dans sa voiture, avoir son siège, etc. Vous changez de siège aussi à chaque changement, et c'est des choses qui s'entraînent ? Alors, on s'entraîne énormément là-dessus, parce que notre objectif à nous, c'est d'avoir un changement de pilote qui prend moins de temps que le ravitaillement lui-même. Parce que si ça devait prendre plus de temps, on en perdrait par rapport aux autres. Donc, avec les voitures fermées depuis quelques années, les LMP1 sont toutes fermées. C'est encore un petit peu plus dur parce que le cockpit, il est très très petit. Donc le plus grand fait le siège, on va dire, de base, qui devient ensuite un siège au carbone. Et les autres, qui sont un petit peu plus petits, ils mettent une sorte de petit siège dedans qu'on appelle un insert, qui est moulé au siège principal. Et puis après, on l'enlève et on le remet à chaque fois qu'on monte dans la voiture. Sportivement, évidemment, vous allez tenter de monter sur le podium, voire de gagner. Ça va être la course avec Audi. Vous avez fait beaucoup de préparation, de mise au point cette année, de comparaison peut-être aussi avec Audi ? Alors on a fait bien entendu déjà 2 courses cette année contre eux. L'année passée, Toyota a gagné 3 courses sur 6 à la fin du championnat. Donc ça prouve qu'on a une voiture
compétitive. Maintenant, les 2 premières courses du championnat, Audi nous a battus. On était à la première course encore avec la voiture de l'année passée. Deuxième course, on n'avait qu'une seule des 2 voitures qui était présente avec le modèle 2013. Et là, avant qu'on tombe en panne, la voiture était en tête. Donc, c'est vrai qu'Audi, c'est le favori, incontestable. Et nous, on est des outsiders. Mais on a quand même une voiture et on a l'objectif de vouloir les battre. Donc, voilà, on a fait les premiers essais maintenant la semaine passée. C'est encore un petit peu tôt pour dire parce qu'il pleuvait, ça a séché. Il y avait 60 voitures en piste. Donc, difficile de tirer des conclusions. Mais voilà, on essaie d'être le mieux préparé possible. On a fait en tout cas énormément d'essais. Sébastien Buemi, quand on a tâté de la F1, est-ce qu'on s'éclate en endurance ? C'est totalement différent parce que l'endurance, c'est beaucoup plus une discipline d'équipe, je dirais. En tout cas, j'ai vécu des choses que j'ai jamais vécues en F1. On est vraiment très proche après toute l'équipe parce que quand on fait par exemple, des tests d'endurance de 35 heures où on essaye de faire rouler la voiture pendant 35 heures non-stop et puis que tout le monde est fatigué et qu'on s'entraide et tout, là, humainement, c'est une expérience incroyable. Et les 24 heures du Mans, avec la pression, le fait qu'on est là une semaine avant, qu'il y a beaucoup d'essais, qu'il faut tout changer sur la voiture pour préparer la course, je dirais, voilà, c'est différent de la Formule 1 où vraiment on est concentré sur soi, où le but c'est vraiment de battre énormément son coéquipier. Là, quand son coéquipier fait bien, on est content parce que c'est aussi bon pour nous. Donc, on va dire que c'est un petit peu différent quand même. Pour vous, vous avez l'impression d'avoir tout fait juste ces dernières années. Il y a aucun regret, ou est-ce que finalement, quand vous vous retournez sur ces 2-3 dernières années, vous dites tiens, j'aurais peut-être pu faire ça différemment ou aller ailleurs? Il y a toujours des choses qu'on pourrait faire mieux. Hein. Moi, je sais que j'aurais pu faire plein de choses mieux que ce que j'ai fait, mais j'ai pas forcément de regrets parce que j'ai fait mon maximum à chaque moment de ma carrière. Donc après, il y a des choses que des fois on peut pas influencer ou peut influencer et je regrette pas les choix qui ont été pris ou les décisions qui ont été prises. Maintenant, c'est vrai que si on regarde, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire mieux et peut-être prendre d'autres décisions. Le but, c'est quand même de retourner en F1. Oui, le but en tant que 3e pilote Red Bull, la meilleure écurie qui est triple champion du monde, le but c'est de retrouver une place en F1 rapidement. Mais voilà, pour moi, le but principal entre l'année passée et cette année, c'était dans tous les cas continuer à faire des courses. C'est-à-dire en tant que 3e pilote, on fait des essais. L'année prochaine, il y aura beaucoup plus d'essais en Formule 1, donc je risque de devoir rouler beaucoup plus. Maintenant, le fait de faire des essais, c'est bien, mais moi j'aime faire des courses. Donc on va dire qu'avec Toyota, c'était une super possibilité et il n'y avait pas beaucoup d'autres possibilités qui s'ouvraient à moi pour pouvoir faire 2 choses. Et là, Toyota et Red Bull, ça fonctionne très bien, tout le monde est content et ça me permet de faire des courses et de quand même rester avec un pied en Formule 1. Sébastien Buemi, donc, qui espère évidemment retrouver la Formule 1. Bastien Chezot et Romain Mühlhauser, vous êtes motard. L'endurance, c'est quelque chose qui vous plairait ou est-ce que finalement faire 10 tours, ça vous suffit? Ou 20 pour passer après dans la catégorie supérieure? Pour l'instant, moi, 10 tours, ça me suffit. Après, comme retraite, on pourrait y penser à l'endurance, mais pour l'instant, je me sens pas vraiment apte à faire ça après. La retraite dans l'endurance, c'est gentil pour ceux qui pratiquent la retraite. Finalement, si on vous engage dans un team, non plus. Non, j'ai eu quelques propositions, mais ça m'a jamais vraiment intéressé. Rouler, pour l'instant, ça m'intéresse pas vraiment. Je préfère faire mes courses le jour, et puis. Mathieu Jutens, l'endurance, en termes de moto, on parle souvent du bol d'or aussi, mais en endurance, un peu les 24 heures du Mans Auto aussi, on fait les comparaisons. C'est vraiment une discipline pour retraités, pour vieux de la moto. Bon, on est vite vieux parce que je vais faire une petite plaisanterie. Vincent Braillard, je le considère comme vieux. Il a 28 ans comme moi. Alors que, voilà, c'est le dernier. Oh, vous êtes fini, là. Exactement, on est fini. Non, mais Vincent, il est de retour sur un Grand Prix ici. Il avait terminé en 2006. Il a été remplacé ensuite par Dominique Egerter. Et voilà, il a 28 ans. Il est ingénieur du côté de Bulle où il vit. Mais voilà, il a terminé sa carrière. Il est passé à autre chose. Il a aucune amertume. Il revient là sur le circuit. Il redécouvre son mécanicien, par exemple, qui s'occupe de Chiarin, qui est en wildcard en Moto 2. Enfin bref, on
le revoit tout en jouer, Vincent, et ça fait vraiment plaisir à voir. Mais donc il a 28 ans et c'est terminé parce que là aussi il y a eu quelques soucis de budget, de team, etc. Donc sa carrière est terminée. Pour revenir à l'endurance, ils sont pas tous vieux. La preuve, il y a quand même Michael Savary, le roman, qui est là-bas et qui s'illustre plutôt bien dans ces catégories-là. Donc c'est aussi un concept différent. On parlait du Moto Grand Prix et du Superbike, ces deux concepts qui sont tout simplement différents. Avec Moto Grand Prix, des motos prototypes, le Superbike, des motos plus proches de celles qu'on possède dans le privé, et puis l'endurance où là on va un petit peu plus loin et on garde les phares, comme disait Robin ou Bastien tout à l'heure, je ne sais plus lequel des deux. Oui, il vaut mieux, effectivement, parce que ça, de nuit quand même, c'est un peu bizarre, même si on voit les phares rouges, si on laisse c'est un peu étonnant. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on en parlait justement, notamment avec Sébastien Blumi, de rouler de nuit. C'est quand même quelque chose de très particulier, même s'il y a beaucoup de trafic. Les repères ne sont absolument pas les mêmes, même si on connaît les circuits absolument par cœur. Et j'imagine que c'est exactement la même chose en moto. Bastien, Patrick ? Oui. Oui, je suis désolé de vous interrompre, mais les pilotes pourront mieux parler que moi par rapport à la luminosité quand il fait nuit. Mais en moto Grand Prix, donc j'ai eu la chance de commenter le premier Grand Prix de la saison, c'est au Qatar, il fait nuit et les pilotes, on leur demande, mais est-ce que vous êtes gênés par la visibilité justement ? Ils nous disent non, c'est tellement bien éclairé que ça ne pose pas de problème. Au contraire, on voit mieux la différence d'aspérité de l'asphalte, par exemple, on voit mieux les petites taches au sol et c'est pas du tout un problème pour eux. Mais si vous faites le bol d'or, le circuit n'est pas aussi éclairé. Effectivement, au Qatar, on a des moyens. Ouais, effectivement. Donc là, les repères peuvent être quand même assez différents. Messieurs, cette catégorie, donc le 600 Superstock, vous allez quitter donc les limites d'âge quand même. Cette fois-ci, c'est une catégorie, on le disait, qui demandait quand même pas mal, où il y a beaucoup de bagarres, de bagarres à tous les niveaux. C'est de bagarres pour les places, mais est-ce qu'on joue des coudes aussi ? Oui. Disons que c'est une catégorie où c'est pas mal de jeunes talents. Il y a beaucoup d'Italiens, notamment dans notre catégorie. Je crois qu'ils sont 12 ou 13 pilotes sur 30 ou 35. Donc de nouveau là, on voit qu'il y a une dominance de ce côté-là. Par contre, en termes de puissance, c'est vrai qu'on a des motos qui sont relativement bon marché, qui est plus accessible que du Moto 2 par exemple, parce que simplement que c'est une moto qui est tirée de la route, que tout le monde peut préparer, je dirais, dans un garage ici. Donc ça fait qu'il y a souvent des pilotes qui sont invités, donc ils viennent sur les courses et puis ça augmente le niveau. Là on va aller en Italie et c'est sûr qu'il y aura 5-6 pilotes qui connaissent parfaitement le circuit. Et on a notamment mon ex-coéquipier de l'année passée qui est maintenant Super Sport. Il est 4e du championnat Super Sport. C'est vraiment des très belles performances. Et il se bat avec des personnes qui roulent ici depuis, comme un Fabien Forêt, qui a été champion du monde en 2002. Donc voilà, on voit que la catégorie est vraiment un super tremplin avec des budgets qui sont un petit peu moins chers que pour du Moto 2 par exemple. Donc voilà. Il y a aussi plus de possibilités pour qu'il y ait des bons pilotes à l'intérieur, donc ça augmente facilement le niveau. Romain Meuser, quelle qualité faut-il avoir pour rouler dans cette catégorie ? Est-ce que finalement c'est plutôt de la technique, de l'endurance ? Non, l'endurance on a dit ça va, mais plutôt physique, plutôt technique ? Il faut plutôt s'adapter assez vite aux conditions. On roule peu. Donc on a peu de tours à faire, on a peu d'essais libres, donc il faut tout de suite pouvoir se lancer dans le rythme. Ça c'est une qualité à avoir que j'ai eu de la peine à avoir dès le début en fait. Maintenant j'arrive un peu mieux, mais c'est vrai que par exemple la dernière course, il pleuvait la première séance, après il fait sec, et puis en fait on a que peut-être 10 tours avant la course sur le sec, donc il faut vraiment à la course s'adapter vite aux conditions. C'est une des qualités. Bastien Chezot, c'est effectivement ça ? Ouais, exactement. Je pense qu'il a de mettre en priorité le fait d'être très vite dans des bons tours fait aussi qu'après on a une marge de progression où à la place de partir à 3 ou 4 secondes des temps, on part à 1 seconde, donc on peut aussi se concentrer sur d'autres détails. Donc de ce côté-là, je pense qu'il est très important d'être le plus vite possible. Après, il faut pas non plus aller trop vite, être au-dessus de ce qu'on sait faire et puis de tomber. Je veux dire, ça peut être aussi un des gros problèmes qu'on peut avoir dans ce genre de situation. On part devant, on fait même pas un tour, puis on tombe. Donc au final, il faut trouver le bon compromis entre
entre ce qu'on sait faire et ce qu'on est capable, je dirais, de faire au moment même, pour pouvoir vraiment être le plus vite possible, quoi, dès le début. Mathieu Jutens, dans les catégories supérieures, je mets toujours des guillemets dans les catégories du championnat du monde, c'est une qualité catégorie parallèle, un peu plus suivie, heureusement ou malheureusement. Il faut aussi ces qualités, être dans le rythme tout de suite, malgré le fait qu'il y ait beaucoup plus de kilomètres et de tours à effectuer. Pour corroborer vos propos, Jorge Lorenzo disait tout à l'heure, et Randy Krummenacher nous disait, il faut absolument de la constance par rapport à la course de demain. Ça sera le maître mot, c'est d'être régulier, c'est d'être dans les mêmes chronos. On sait qu'un Jorge Lorenzo, avec sa Yamaha M1, est méticuleux. Il roule à chaque fois, à chaque passage. Vous pouvez voir, il est à 1, 2, 3 mm seulement de sa trajectoire idéale. C'est juste impressionnant. Et c'est cette constance qu'il faut réussir à avoir. Alors, les pilotes qui sont avec vous en studio seront mieux placés que moi pour le dire. Mais voilà, c'est cette constance, c'est le rythme et c'est garder ce tempo, ce feeling qui finalement va être déterminant sur l'entier du Grand Prix. Oui, tout est calculé finalement. C'est un petit peu le sport de haut niveau actuellement dans toutes les disciplines. Tout est calculable et enfin calculable peut-être pas, mais tout est calculé. Reste quelques impondérables entre la météo, évidemment, l'ennui mécanique et peut-être pourquoi pas un adversaire qui, comme je disais tout à l'heure, joue des coudes. Mathieu. Effectivement, avec par exemple Valentino Rossi, tout le monde s'accordait à dire qu'à la dernière course au Mugello, il pouvait faire quelque chose de bien parce que ses temps par tour étaient bons, et à l'occasion des essais, parce qu'aux essais vous essayez de façon plus endurante, vous mettez des pneus durs, vous essayez de voir combien de temps ils vont pouvoir tenir, à quel moment ils vont se dégrader, et vous faites des longs runs. Et là il était rapide, et puis je vous rappelle qu'il était percuté dans le premier tour par Alvaro Bautista, donc aussi parce qu'il n'était pas très très bien qualifié. Donc Rossi, c'est un petit peu son souci avec ce nouveau mode de qualification qui est rapide. Il faut, comme le disait Robin ou Bastien tout à l'heure, il faut être très rapide d'entrée. Eh bien, lui avait un petit peu de soucis, il le confirme bien volontiers, et par conséquent, il se retrouve moins bien qualifié. Il sera par exemple demain en 7e position. Donc on est enfermé au moment du départ. Vous risquez plus d'accrochage, de chute. C'est ce qui s'est passé avec Alvaro Bautista, qui l'a percuté. La même chose avec Jorge Lorenzo l'an passé à Assen, qui avait été percuté par ce même Bautista. Messieurs, l'heure avance. Je voulais vous demander quand même quelle était votre situation actuellement au championnat et quels étaient vos espoirs. Robin Mühlhauser, pour l'instant, vous situez où ? Moi, présent, je suis 6e au championnat, à quelques 30 points du premier, quelque chose comme ça. Je vise le top 5, c'est mon but. Il reste encore 6 courses, donc on a le temps, le championnat est encore long, et puis on fera du mieux qu'on peut. En même temps, le championnat est encore long, mais c'est 10 tours par course, donc il y a toujours ce côté-là. De l'autre côté, c'est la chose. Alors actuellement, je suis 2e du championnat, pas très loin, j'irai devant Robin, car j'ai 56 points et le leader en a 21 de plus que moi. Donc voilà, on voit, je dirais que là, on est le 4e est à 4 points de moi, donc on est aussi dans un mouchoir de poche. Donc on voit, ce qui se passe sur la piste se voit aussi, je dirais, par rapport au nombre de points. Donc voilà, il faut pas faire d'erreur, il faudra être constant aussi sur la fin de championnat. On a appris qu'il y avait 2 courses, j'irai en Angleterre, donc le même week-end. Donc voilà, de nouveau, on parle de l'importance de bien se qualifier sur la ligne de départ. Là notamment, on va prendre les mêmes positions pour faire 2 courses. C'est clair que si on part 15e, ça sera plus compliqué de finir 2 fois sur le podium que si on part en pole position. Vous êtes combien, justement ? Vous dites 15e dans la catégorie à chaque course ? Dans la catégorie, ça varie entre 30 et 35 pilotes. Donc c'est vrai que il y a pas mal de monde sur la grille de départ, ça fait plaisir parce que c'est pas le cas de toutes les catégories. Ouais. Donc c'est aussi ça qui est important. Il y a pas mal de monde sur la piste aussi en même temps. Il y a pas mal de monde sur la piste. Après, on a quand même des circuits qui font plus de 5 km, 5-6 km. Donc de ce côté-là, c'est bien. Après, pour nous, c'est beaucoup plus de plaisir, je dirais. Moi, je préfère être en 600 Superstock et puis me battre aux avant-postes et puis savoir qu'on est 35 pilotes que d'être dans d'autres catégories où on est 10-12 pilotes, 15 pilotes comme il y a à l'heure actuelle en MotoGP. Vous courez sur les mêmes circuits ou une partie des mêmes circuits qu'en championnat du monde ? Oui. En partie. Il y en a d'autres quand même. Oui. Ouais. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport au championnat du monde Superbike, on fait pas les courses qui sont en outre-mer. Donc à la place de faire 14 courses cette année, on va en faire 10.
Et dans ces 10 courses qu'on va faire, il y en a 5 ou 6 qui sont les mêmes, je dirais les mêmes tracés qui sont effectués en MotoGP. Donc ça permet aussi un petit peu de comparer, même si au final on a des motos tellement différentes et des pneus complètement, je dirais, à part. Donc c'est assez compliqué de comparer, mais pour nous, voilà, c'est aussi un avantage le jour où on a peut-être l'occasion d'aller en MotoGP, de pouvoir connaître quelques circuits. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là ce soir, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite aussi évidemment le meilleur pour les 10 prochains tours et la fin de la saison également. Mathieu Jutens, merci aussi. Vous nous rappelez les horaires demain sur RTS2 ? Oui, demain à 12h10, la prise d'antenne pour ce Grand Prix catégorie Moto 2 avec nos 3 Suisses, donc qui sont 8e, 10e et 14e sur la grille. Et puis on ira en direct jusqu'à la fin du podium. Et puis ensuite un petit différé de la catégorie Moto 3 qui aura eu lieu avant. Et puis comme Federer est en finale, honneur à Federer à 14h. Oui. Et puis la Moto Grand Prix sera à 23h en différé. Ah, bah ça fait un peu tard. Mais bon, il y a tellement de sport demain. Non, mais comme ça, les gens peuvent profiter du beau temps. Bah oui, c'est ça. Voilà, ils vont tout à à fait, 23 c'est ce qu'on allait dire. Voilà. On peut sortir la TV sur la terrasse. Bref. Ils vont faire de la moto comme ça. Exactement. Merci beaucoup.